Bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vraiment, mais vraiment particulière. On va remonter le temps jusqu'en 2011, Ouais, une année assez chargée. carrément. Et il faut s'imaginer la scène. Les téléphones rouges des plus grandes puissances mondiales, de Washington à Paris en passant par Pretoria, ils se mettent à sonner dans tous les sens avec une insistance frénétique. Et le pire, c'est que ce n'était pas pour désamorcer une crise nucléaire ou un truc de ce genre. Bah non, pas du tout. Toute cette machinerie diplomatique de haut vol avait un seul et unique objectif, empêcher un banal avion civil qui était en plein vol au-dessus de l'Atlantique d'atterrir à sa destination. C'est un truc de fou quand on y pense. Et pour notre analyse d'aujourd'hui, on a la chance de s'appuyer sur des documents vraiment exceptionnels. Et le truc dingue, c'est qu'elle était directement à bord de cet avion. L'avion qui ramenait l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide. C'est ça. Il rentrait vers Port-au-Prince avec sa famille et sa délégation. Après avoir passé 7 longues années d'exil en Afrique du Sud, il y a eu une petite escale de ravitaillement à Dakar, et c'est là que l'interview se déroule en grande partie. Et la mission de notre discussion d'aujourd'hui pour notre auditoire, c'est vraiment de comprendre l'ampleur de cette affaire. On va examiner les pressions géopolitiques hallucinantes exercées pour empêcher ce vol. Ouais, un vrai blocus, quoi. Tout à fait. Et on va aussi explorer la philosophie d'Aristide face à l'adversité, cette notion de dignité collective, et analyser sa transition, comment on passe d'un chef d'État à, je cite, un simple citoyen. Un programme assez chargé, en effet. Mais pour bien comprendre ce vol de 2011, il faut absolument revenir à la source du problème. Le point de départ, le 29 février 2004, Exactement. Aux premières lueurs de l'aube, des diplomates américains et du personnel de sécurité débarquent carrément au domicile d'Aristide en Haïti. une scène nocturne assez brutale d'après les sources. Très brutal, ouais. Aristide et sa femme sont emmenés dans un avion blanc, sous drapeau américain, et expédiés en République centrafricaine. Et pour Aristide, il ne mâche pas ses mots dans l'interview. Il décrit ça comme un véritable coup d'État soutenu par l'étranger, un enlèvement. Et ça marque le début de son exil. Mais ce qui est fou dans les documents qu'on a consultés, c'est cette obsession des Occidentaux de le garder loin, très loin d'Haïti. L'ambassadeur américain de l'époque, un certain Foley, avait même déclaré qu'Aristide ne devait sous aucun prétexte s'approcher à moins de 150 miles d'Haïti. Attends, 150 miles, ça fait quoi dans les 240 kilomètres? Ouais, environ 240 km de périmètre d'exclusion. Mais c'est absurde! Comment tu appliques une règle pareille dans le monde réel? Tu peux pas juste tracer un cercle rouge sur une carte pour un citoyen souverain. C'est là que la diplomatie souterraine, et parfois les menaces pures et simples, entrent en jeu. Les câbles diplomatiques de 2005, qui ont fuité plus tard via Wikileaks, montrent l'envers du décor. Et c'est pas joli joli. Non, pas du tout. Les États-Unis et la France ont littéralement menacé l'Afrique du Sud et certains pays des Caraïbes. Ils ont dit, en gros, si vous ne maintenez pas Aristide en exil, on bloquera votre accès au Conseil de sécurité de l'ONU. Sérieux? Ils ont utilisé le Conseil de sécurité de l'ONU comme outil de chantage pour un seul homme. Ouais, c'est ce que révèlent les documents. Et ça continue des années plus tard. En 2011, quand l'avion est enfin prêt à décoller, Barack Obama en personne appelle le président sud-africain Jacob Zuma pour tenter d'annuler le vol. Le président des États-Unis qui prend son téléphone pour ça. Et le département d'État américain lâche un tweet en disant qu'Aristide devrait, je cite, « regarder vers l'avenir, pas vers le passé ». Bon, décortiquons tout cela. C'est quand même hallucinant. C'est comme observer une partie d'échecs géopolitiques où les plus grandes puissances mondiales mobilisent toutes leurs ressources diplomatiques et même leurs pires menaces juste pour s'assurer qu'un seul pion reste hors du plateau. Ou plutôt un ancien roi, pour filer ta métaphore. Ouais, exactement. Mais pourquoi un tel acharnement? Ce qui est fascinant ici, c'est l'asymétrie totale de la situation. On parle d'un homme sans armée, en exil depuis 7 ans. Si Washington et Paris déploient autant d'énergie, c'est parce qu'ils percevaient l'influence massive d'Aristide sur la population. Il n'était pas juste un politicien pour eux. Non, il représentait une menace structurelle pour l'ordre politique et économique établi en Haïti. Ce qui nous amène naturellement à nous poser une question fondamentale. Pourquoi Aristide faisait-il si peur au point de subir 2 coups d'État soutenus par l'étranger Aidez? D'abord en 1991, puis en 2004. Pour comprendre ça, l'interview dans l'avion est très éclairante. Aristide ne s'arrête pas aux événements récents, il remonte l'histoire. Ouais, il rappelle un fait historique que beaucoup ont tendance à oublier. Haïti est la première république noire de l'histoire, née d'un soulèvement d'esclaves. Et c'est un point crucial. Aristide souligne que les États-Unis ont attendu 58 ans avant de reconnaître l'indépendance d'Haïti. 58 ans, c'est énorme. Ouais.
À l'époque, les puissances esclavagistes étaient terrifiées. Elles avaient peur que cette révolte réussie n'inspire d'autres soulèvements sur leur propre sol. Donc, dès le départ, il y a cette volonté d'étouffer le pays. Et Aristide fait un lien direct entre cette histoire ancienne et son renversement en 2004. Il parle carrément de néocolonialisme. Tout à fait. Il affirme que ce qui a précipité son exil, c'est notamment sa volonté d'augmenter le salaire minimum en Haïti. Attends, augmenter le salaire minimum. Or, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment une simple décision sur le salaire de base d'un ouvrier peut-elle déclencher un coup d'État international? Si l'on relie cela à la situation globale, la logique est froide mais évidente. Le système néocolonial dont parle Aristide repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre extrêmement bon marché. On attend des Haïtiens qu'ils travaillent pour des miettes, notamment dans les usines d'assemblage étrangères. Donc, si tu augmentes les salaires, tu menaces directement les profits des multinationales. Voilà. La souveraineté économique est indissociable de la souveraineté politique. C'est fou. Et ce n'est pas le seul secteur touché. Dans les sources, on aborde aussi la question de l'agriculture, et particulièrement celle du riz. Ah oui, l'affaire du riz américain. C'est un exemple frappant. Dans l'avion, Aristide évoque les excuses publiques de Bill Clinton. L'ancien président américain avait admis que sa politique d'exportation de riz subventionné vers Haïti avait été une catastrophe. Ça a littéralement anéanti les agriculteurs haïtiens. Parce que le riz américain était vendu à un prix artificiellement bas grâce aux subventions de Washington. Le paysan haïtien ne pouvait pas rivaliser. Impossible de s'aligner, ouais. Et j'ai trouvé la réponse d'Aristide dans l'interview super pragmatique. Il dit en substance, d'accord, il y a des excuses. Mais si on veut être sincère, il faut maintenant observer des actions diamétralement opposées à celles du passé. Les belles paroles ne nourrissent pas les gens, quoi. C'est clair. Et il y a un autre point soulevé dans les sources qui a dû faire grincer des dents à l'époque. Aristide mentionne qu'il a dissous l'armée haïtienne. Ouais, on parle de 7000 soldats. 7000 soldats qui accaparaient, attention, 40% du budget national. 40%. Et Aristide explique qu'il a fait ça pour investir cet argent dans l'éducation. C'est une décision radicale. Supprimer l'institution militaire pour financer des écoles. Mais dans un contexte où les intérêts étrangers s'appuyaient souvent sur cette même armée pour maintenir le statu quo, t'imagines bien que ça a créé des ondes de choc? Tu m'étonnes. Alors, face à cette asymétrie de pouvoir écrasante, je veux dire, Haïti face aux plus grandes superpuissances mondiales, comment Aristide perçoit-il son propre retour pendant qu'il est dans cet avion? Eh bien, étonnamment, les sources nous montrent un homme qui ne parle pas du tout de vengeance politique. Ouais, c'est presque philosophique son discours. Complètement. Il décrit ce retour non pas comme une victoire personnelle, mais avec des termes très forts. Il parle du triomphe de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. Mais il reste quand même très ancré dans la réalité du terrain. L'interview aborde la dure réalité économique du pays, il donne des chiffres qui donnent le vertige. Ouais, la transformation démographique notamment. Dans les années 1950, seulement 8% de la population vivait en ville. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 35% et l'agriculture ne représente plus que 27% du PIB. C'est l'exode rural forcé, en grande partie à cause de ces politiques commerciales dont on parlait, comme le dumping du riz. Et ça crée une pauvreté extrême. La majorité de la population vit avec moins d'1 $ par jour. Dans l'interview, Aristide donne un exemple qui m'a vraiment marqué. L'histoire du parent qui cherche du pain. Oui, c'est ça. Il décrit un parent qui quitte sa maison le matin juste pour chercher un morceau de pain pour ses enfants et qui rentre le soir les mains complètement vides. C'est une tragédie quotidienne. Mais face à ce désastre économique, Aristide insiste sur un point essentiel. Cette misère n'a pas détruit les valeurs humaines des Haïtiens. Il parle de leurs rêves non encensés, c'est ça? Exactement. Rêver de liberté, de nourriture, de santé, d'éducation pour tous. Ce ne sont pas des rêves fous, ce sont des droits fondamentaux. Et il explique que le peuple réclame pacifiquement, sans prendre les armes, le retour de sa dignité collective. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Franchement, ça crée un contraste saisissant au sein même de notre discussion. C'est-à-dire, D'un côté, on a commencé par parler de Barack Obama, de l'ONU, des manœuvres géopolitiques mondiales, et de l'autre, on a la réalité brutale d'une mère ou d'un père qui ne trouve pas un bout de pain à moins d'1 $. cela soulève une question importante sur la résilience extraordinaire de cette population face à ces deux niveaux de réalité. D'ailleurs, Aristide lie intimement son propre destin à celui de son peuple. Ah oui, le passage sur sa sécurité. La journaliste lui demande s'il se sent en sécurité pour son atterrissage, vu les précédents coups d'État. Et sa réponse est bluffante. Il dit qu'il lui est impossible d'apprécier une sécurité personnelle, de s'en réjouir, tant que son peuple vit dans une insécurité alimentaire et économique totale.
Il refuse d'être au-dessus de la mêlée d'une certaine manière. Ce qui nous amène à la question que tous les ambassades devaient se poser pendant que l'avion entamait sa descente. Quel rôle allait-il jouer en posant le pied sur le tarmac? Exactement. Est-ce qu'il revient pour reprendre le pouvoir, lancer une révolution? Pas du tout. Les sources sont formelles là-dessus. Dans l'avion, Aristide déclare qu'il revient en tant que résident, un simple citoyen, et qu'il est heureux de l'être. Occidental, et il choisit délibérément de se retirer de la course présidentielle. Il y a une logique très claire dans son esprit. Il explique qu'avant d'être président, il a servi le peuple comme prêtre dans les bidonvilles. C'est vrai, il était prêtre de la théologie de la libération. Tout à fait. Et pour lui, il n'y a aucune rupture entre ces différentes vies. Que ce soit en tant que prêtre, président ou simple citoyen, l'objectif fondamental reste le même, se mettre au service des autres. En abandonnant la quête du pouvoir institutionnel, il cherche en fait à conserver une autorité morale puissante. Et il y a aussi une dimension super personnelle qu'il partage dans l'entretien, une dimension très intime. Oui, concernant sa mère? Ouais. Sa mère de 89 ans, qui vivait en Floride à l'époque, avait souvent répété qu'elle espérait juste le revoir avant de mourir. Et ce retour, au-delà de toute la géopolitique, c'est aussi l'occasion d'exaucer ce vœu. Ça humanise vachement le récit au milieu de toutes ces tensions internationales. Carrément. Mais avant d'atterrir, Aristide fait quand même passer un message fort à la communauté internationale, un message sur ce qu'Haïti attend du reste du monde. Et ce n'est pas une demande d'aide financière ou militaire. Non, il insiste sur un seul concept, le respect mutuel. Il dit que, quelle que soit la taille ou la richesse du pays, la relation doit être fondée sur le respect. Les Haïtiens veulent être respectés et ils s'engagent à respecter les autres en retour. C'est une exigence diplomatique fondamentale. Arrêtez de nous traiter comme une arrière-cour, en gros. Exactement. Alors, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour notre auditoire, on a d'un côté cette pression internationale effarante pour bloquer un simple vol commercial. Et de l'autre, on a compris des racines de cette méfiance. Des racines historiques profondes, liées au refus du néocolonialisme et à des décisions fortes, comme l'augmentation du salaire minimum. Et au milieu de tout ça, on a la volonté inébranlable d'un peuple et de son ancien leader de ramener la dignité collective en Haïti. Et c'est important de rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent pourquoi cette histoire reste si pertinente aujourd'hui. Ah oui, c'est pas juste de l'histoire ancienne, hein. Loin de là. Cette analyse nous montre à quel point l'économie mondiale, l'histoire coloniale et la résilience de l'esprit humain sont toujours interconnectées. Ça remet vraiment en question la manière dont les grandes nations occidentales traitent les pays en développement. Question ouverte pour clore cette exploration. Un truc à garder en tête. Je t'écoute. Si le simple fait qu'un individu descende la passerelle d'un avion, en se déclarant humblement simple citoyen, peut provoquer une telle panique au sein des gouvernements des nations les plus puissantes du monde, eh ben on est en droit de se demander une chose. Laquelle? Où réside le véritable pouvoir? Est-ce que c'est vraiment dans les bureaux présidentiels fermés de Washington et de Paris? Ou est-ce que c'est dans la volonté inébranlable d'un peuple qui refuse d'être oublié et qui exige sa dignité? Je vous laisse y réfléchir. Merci d'avoir suivi notre analyse aujourd'hui et à très bientôt. À la prochaine.